Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Donc, on va faire un bref résumé pour ceux qui étaient absents la dernière fois. Donc, il semblerait que l'actualité nous donne un peu raison, malheureusement. On a vu qu'il y avait pas mal de cyberattaques qui ont eu lieu ces derniers jours. Donc, petit rappel des bonnes pratiques qu'on avait évoquées la dernière fois. Donc, s'il vous plaît, mettez des antivirus, mettez-les à jour, un coffre-fort de mot de passe, essayez des doubles authentifications quand vous faites du VPN. N'ouvrez pas les mails s'ils ne vous sont pas adressés directement. Et puis, mettez en place des bonnes pratiques et sensibilisez les collaborateurs sur toutes ces bonnes pratiques. Donc, on avait en effet démarré la dernière fois sur la partie sécurité, équipement informatique. D'accord ? On va passer maintenant à la deuxième partie, qui est la sauvegarde des données. Parce que, bien évidemment, une fois qu'on a créé ces données, il va falloir qu'on en prenne soin, qu'on les stocke. Petit rappel, et puis petite liaison par rapport à ce qui se passera au mois de mars, on évoquera le RGPD et la conservation de ces données. Donc, c'est également quelque chose qu'on évoquera au mois de mars. Donc, revenons sur la sauvegarde des données. Donc, je suis en compagnie de Romain Galetti. Romain, merci de nous accueillir donc, pour cette deuxième émission. Donc, vous êtes le dirigeant du groupe RLG, donc, qui s'occupe de toute la partie data et voix, donc en service numérique maintenant, parce qu'on parle maintenant de service numérique et plus uniquement d'informatique. Donc, merci de nous accueillir. On va répondre à un certain nombre de questions qui nous avaient été, qui nous sont posées assez régulièrement. La première, déjà, c'est pourquoi sauvegarder ces données et puis quel type de données il faut sauvegarder. La deuxième, c'est comment, quelles sont les méthodes aujourd'hui, comment on peut sauvegarder ces données, quels sont les supports, la fréquence et ainsi de suite. Est-ce qu'il faudra réfléchir à externaliser ces données? Là, on l'a vu plus récemment, les enjeux, et je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure qui sont assez révélateurs. Ensuite, comment s'assurer que les sauvegardes dont on dispose à l'extérieur de l'entreprise, on peut les réutiliser. Donc là, on rentrera sur les aspects plutôt ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité, donc en cas de cyberattaque et en cas de gros crash, on va dire. Et puis, on finira par quelques chiffres sur les tendances actuelles au niveau des DSI. Alors, je vais juste poser le cadre et le contexte parce que, encore une fois, les derniers jours nous ont plutôt marqué sur l'actualité. Je rappelle quand même les conséquences des cyberattaques sur l'activité de l'entreprise. Bon, évidemment, le business, 68% d'impact sur le business, bon, c'est évident, mais ça va évidemment créer tout un tas d'effets indésirables. C'est un peu l'effet domino. Donc, évidemment, souvent, le site Internet qui est disponible, indisponible pendant quelques temps, donc c'est ce qu'on appelle le déni de service. Pas de vente. Pas de vente. Donc, évidemment, retard de livraison auprès des clients, donc toute la partie logistique qui est évidemment en souffrance. Arrêt de la production, ça c'est plus grave. Mais malheureusement, on constate, c'est quand même 23% de l'impact, donc c'est quand même juste énorme. Perte de chiffre d'affaires, bon, ça c'est évident. Et puis, évidemment, à terme, obligation de changer la partie sécurité, notamment les boîtiers de sécurité, et ainsi de suite. Donc, au niveau des RG, aujourd'hui, comment vous accompagnez vos entreprises, vos clients, vos prospects, comment faut-il sauvegarder ces données et quel type de données il faut sauvegarder aujourd'hui? Alors oui, il faut sauvegarder ces données, c'est même primordial. Aujourd'hui, une société travaille, génère de la data, que ce soit de la data pour produits issue de son outil de production, de la data qui vient de son site web marchand, ça peut être des BL, des factures, tout ce qui est produit par la société aujourd'hui est numérique. Donc, l'idéal est quand même de le sauvegarder en cas de problème. Alors, vous parliez de cyberattaque, mais aussi en cas de problème tout bête. Un incendie dans un bâtiment administratif, vous perdez le serveur qui faisait la compta. Si vous ne l'avez pas backupé, pas sauvegardé, pardon, c'est quand même gênant de ne pas pouvoir présenter de comptabilité aux administrations françaises parce que vous avez oublié de faire une sauvegarde cohérente de votre comptabilité. Ou ça peut être une erreur de manipulation. J'efface un fichier par erreur. Tout à fait. C'est déjà arrivé. Ça peut être aussi ça. C'est aujourd'hui, on va dire que 99% des sauvegardes que l'on gère chez nos clients servent uniquement à restaurer de la donnée perdue par inadvertance. D'accord. On est très peu confronté à des pertes de bâtiments ou jusqu'à aujourd'hui de la cyberattaque chez nos clients. Mais la sauvegarde englobe tout ça. Donc, il est très important de sauvegarder sa data et surtout de bien comprendre qu'est-ce qu'on sauvegarde. Ça ne sert à rien d'aller sauvegarder tout ce qu'il y a dans l'entreprise, parce que souvent on va récupérer les photos de mariage de Madame Michu, ce qui n'est peut-être pas obligatoirement hyper important. Mais il faut bien structurer sa sauvegarde pour savoir
qu'est-ce qu'on sauvegarde, comment et où. Donc justement sur la partie sauvegarde, comment est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des supports particuliers, est-ce qu'il y a des fréquences, j'imagine qu'il y a des règles à respecter. Alors, il y a des règles, il y a beaucoup de règles dans la sauvegarde. Quelques-unes s'appliquent plutôt généralement, ce qu'on appelle la sauvegarde grand-père-père-fils, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder des données tous les jours, et puis on va archiver de la data pour garder 7 jours d'affilée, puis après une semaine, par exemple un point tous les dimanches, ou ce genre de choses. Donc là, évidemment, on va pouvoir mettre en place un type de sauvegarde particulier en fonction des besoins du client. On va sauvegarder de la compta, par exemple, ou de la paye tous les jours, là où des fichiers, des archives de dessins ou de projets qui ne sont pas modifiés régulièrement, on peut peut-être les sauvegarder qu'une fois par semaine. Alors, en fonction de la data du client et de la criticité de cette data-là, on va aussi mettre des plans de sauvegarde en place. Et est-ce qu'il y a des supports aujourd'hui qui sont plus ou moins utilisés, des supports qui ne sont peut-être pas recommandés, parce que je peux comprendre qu'il y en a certains qui n'étaient pas très sûrs. Il est dans les best practices de dire on sauvegarde sur des supports différents et dans des lieux différents. Ouais, des lieux différents d'abord. Après, évidemment, sauvegarde, aujourd'hui tout est stocké sur des disques, sur des serveurs. Ouais. Dupliquer cette data-là, sauvegarder cette data-là sur d'autres serveurs avec du disque, c'est complètement... c'est la bonne pratique. Et après, on peut aussi externaliser la sauvegarde. Éviter les disques durs USB, du grand public, des clés USB aussi. Pour info, ça a une durée de vie malgré tout qui est très courte. On parle de 24 à 36 mois de durée de vie. Donc, si vous stockez de la data dessus, puis vous la posez dans votre coffre de voiture, déjà, elle va subir tous les aléas de la température du coffre de la voiture, et puis les vibrations, les choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui aurait sûrement beaucoup de mal à restaurer un jour. Comme utiliser des clés USB qu'on met dans sa poche et on se dit c'est bon, j'ai toutes mes infos avec moi. C'est pas obligatoirement top en termes de gestion de sécu. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui veut vos données, il va essayer de vous attaquer, cyberattaque, mais au lieu de vous attaquer frontalement et si vous êtes bien équipé, d'avoir du mal à rentrer chez vous, il va peut-être tout bêtement essayer d'aller attaquer vos sauvegardes. Et il va récupérer exactement la même chose, mais d'une façon beaucoup plus simple. Il va juste peut-être casser la vitre arrière de votre coffre parce qu'il sait que dans votre coffre, vous stockez votre disque dur de données de la veille. D'accord. Donc en fait, donc du coup, ça veut dire que est-ce que je dois mettre toutes mes données? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plusieurs types de sauvegarde? Il y a des plus complètes. Enfin, parce que du coup, si jamais il arrive à récupérer ces données-là, si elles sont incomplètes, à la limite, je vais limiter peut-être un peu les dégâts, entre guillemets, mais voilà, comment alors après, c'est ce que on revient au type de sauvegarde. Ouais. Oui, évidemment, on fait des sauvegardes. Nous, on a plutôt une politique de faire la sauvegarde complète hebdomadaire, de l'incrémentiel ou différentiel, qui est à peu près la même chose, journalière. D'accord. Et après, on refait de la complète le samedi ou le dimanche d'après, et ainsi de suite. Après, on va adapter aussi le cycle de sauvegarde à l'activité du client. Si le client produit H24, 7/7, par exemple, comme nos clients dans l'agroalimentaire, c'est plus difficile de passer une sauvegarde parce que les bases de données sont tout le temps en service. Donc, du coup, on trouve des fenêtres de tir qui sont très, très coupées. Après, un client dans le service ou dans l'industrie qui ne travaille pas le week-end, par exemple, on va profiter du week-end pour pouvoir faire de la sauvegarde complète et donc, du coup, brasser beaucoup de données pour reconstituer des sauvegardes à l'extérieur de la société. D'accord, donc ça veut dire. Alors, par contre, la sauvegarde à la papa, comme on appelle ça, c'est-à-dire le copier-coller sur la clé, on a bien vu que c'était. C'est grandement à éviter. C'est grandement à éviter. Donc, ça veut dire que j'imagine que derrière, vous avez des outils particuliers, des logiciels très particuliers, parce qu'il faut piloter ça. Aujourd'hui, des logiciels de sauvegarde sont utilisés chez nous, bien évidemment, pour la simple et bonne raison, c'est que le logiciel de sauvegarde permet, si on externalise la sauvegarde, de crypter la donnée, et deux, surtout, il fait des tests de consistance de la donnée. C'est-à-dire que copier un fichier, mais être sûr qu'il est copié, c'est une chose. Être sûr qu'il va s'ouvrir, c'en est une autre. Parce que si vous avez une sauvegarde, vous êtes sûr que votre sauvegarde, elle se fait tous les soirs à l'extérieur, vous êtes absolument dans le truc et compagnie, très bien. Mais si vous n'avez jamais testé si ça s'ouvre, et que votre logiciel de sauvegarde ne fait pas ce test lui-même, de ce qu'on appelle la consistance du fichier, c'est une erreur. Parce que du coup, vous êtes persuadé d'avoir votre sauvegarde à jour à l'extérieur, et en fait, vous ne l'avez jamais testé. C'est double peine. Ouais. Vous perdez ce que vous avez chez vous, et ensuite, à l'extérieur, vous ne pouvez pas compter dessus. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut régulièrement, à partir de logiciels spécifiques, faire des tests de restauration. Tests de restauration. Pour être sûr qu'on a vraiment toutes les données qui sont récupérables. Consistance de la donnée. D'accord, donc ça veut dire qu'évidemment, on arrive tout de suite au deuxième aspect, c'est
J'externalise par conséquent cette sauvegarde. Donc là, je crois savoir que vous avez mis en place, vous avez 2 centres d'hébergement aujourd'hui, et donc un à Nantes et à Carquefou. Saint-Herblain à Carquefou. Déjà, pourquoi ces 2 centres d'hébergement? Comment vous les avez choisis? Est-ce que ça correspond justement, est-ce que ça peut répondre à la problématique? Historiquement, notre site d'hébergement principal est Saint-Herblain, dans un data center Tier 3+. Pourquoi on a choisi ce data center-là? C'est un data center qui correspond à beaucoup de critères qu'oublient certaines personnes quand ils stockent de la donnée. C'est un data center qui est en hauteur, pas inondable, pas sur un couloir aérien, qui est desservi par 2 boucles différentes, par RDF, RD10, qui est adducté par un peu plus de 11 opérateurs fibre optique par 2 boucles fibres différentes. Donc, c'est-à-dire que la perte du data center est quand même très, très peu probable. Et ensuite, tous les équipements à l'intérieur, que ce soit sécurité, électricité, froid, sont tous redondés à ce qu'on appelle N+1. Donc, c'est presque le plus haut de gamme de ce qui se fait dans le data center en France. Donc, ça fait 10 ans qu'on héberge, depuis que la société existe, on a été dans ce data center-là. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on héberge aussi à Carquefou pour pouvoir créer 2 sites distants. Donc, il y a 25 km à vol d'oiseau entre les 2 data centers. Donc, on n'est pas sur les mêmes technologies de data center, ce n'est pas les mêmes technologies d'extinction intérieure, ce n'est pas les mêmes boucles électriques, ce n'est pas les mêmes opérateurs qui délivrent le service dans les 2 data centers. Ce qui nous permet d'être indépendants l'un et l'autre. C'est-à-dire que si une grosse panne arrive sur l'un, elle n'arrivera pas sur l'autre. Donc, il y a une redondance entre les 2 sites. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, si je vous écoute, le plus important quand je vais sauvegarder mes données, c'est les sauvegarder dans un lieu différent, évidemment, de l'entreprise, ça c'est évident, et puis surtout sûr, mais voilà, et bien protégé, j'imagine. Oui, le but, c'est comme d'héberger ses serveurs à l'extérieur, c'est de valider que c'est bien en France, que la data, elle n'est pas exploitable par les gens qui exploitent le data center, et ce genre de choses. C'est-à-dire cocher toutes les cases d'un hébergement sain et propre en dehors de ces lieux. Mais alors, quelque chose que je ne comprends pas. Si c'est si sûr que ça, pourquoi on continue à héberger des serveurs en interne aujourd'hui? Pourquoi on ne met pas les serveurs en externe? Alors, c'est quand même dans l'air du temps. Oui, c'est ce qu'on appelle le cloud, vulgairement parlant, c'est ça, c'est externaliser l'informatique, le SI interne, le pousser vers l'extérieur. Donc, vous avez les grands acteurs du cloud qui sont souvent les GAFA américaines, qui sont soumises au Patriot Act, ce genre de choses. Donc, du coup, vous n'êtes pas souverain sur votre donnée. Ça, c'est important. Ça. Nous, on a pris le choix d'héberger nous-mêmes nos infrastructures dans des data centers situés en France. Donc, il n'y a que nous qui avons la main sur la donnée et pas un prestataire tiers. Parce que nous, on loue de la cache vide des data centers et on rack nos propres équipements pour héberger la donnée de nos clients. D'accord. Plus les équipements qui vont avec, c'est pareil. Vous avez parlé de tous ces gens qui viennent héberger des applicatifs. Alors, je crois savoir de la même façon qu'au niveau de l'infrastructure et puis des outils logiciels qui vont être hébergés dans vos data centers, est-ce que justement, il y a aussi des conditions particulières d'accès qui fait qu'un prestataire ne peut pas accéder n'importe comment? Parce que c'est aussi un problème, parce que si un prestataire intervient sur un des serveurs, il est quand même externe, c'est un risque potentiel. Donc, on a mis en place des solutions de VPN, authentification et compagnie, ça, on en a parlé, pour nos clients qui viennent voir leurs données travailler dans leur système d'information, qui n'est plus chez eux, qui est externalisé chez nous. On a aussi mis en place une plateforme de connexion à distance pour les prestataires de nos clients, qui permet en fait à nos prestataires de se connecter en toute sécurité sur les serveurs de nos clients, avec pareil, double authentification, et donc du coup on peut savoir qui se connecte et qui traite de la data. Donc c'est sécurisant pour nos clients, c'est pas ouvert à tout le monde. Tout le monde ne peut pas rentrer pour aller travailler sur la data du client. Et puis même pour le prestataire, c'est aussi un argument aussi pour dire, on a des protocoles bien particuliers pour nos propres clients et faire en sorte que justement on sécurise toute cette chaîne qui finalement, voilà. Parce que c'est pareil au niveau des antivirus, si j'avais bien compris la dernière fois, c'est que vous managez aussi les consoles antivirus, mais directement, c'est vous qui le faites, c'est pas un prestataire externe aussi. Nos consoles sont hébergées dans nos data centers. D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur la partie plan de continuité d'activité, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, c'est évidemment un sujet qui est assez sensible. Donc, est-ce qu'on peut, déjà, pour nos spectateurs, donner une définition de ce qu'est un PCA, un plan de continuité d'activité? Il y a une différence par rapport au PRA, j'imagine aussi. Et puis, en quoi, aujourd'hui, RLG
peut répondre justement à ces demandes qui sont de plus en plus fréquentes, pour les raisons qu'on avait évoquées évidemment dans la première émission, mais aussi là récemment. Donc, qu'est-ce que vous proposez et comment vous mettez en place les conditions optimales pour faire un plan de continuité d'activité? Alors, un PCA, plan de continuité d'activité, le but de ce PCA, c'est surtout d'écrire en fait les procédures qui vont permettre de redémarrer l'activité des entreprises suite à un crash. Alors, un crash, c'est cyberattaque, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, mais c'est aussi vol de serveurs si c'était de l'informatique interne ou destruction par le feu des bureaux administratifs qui fait que l'informatique groupe est HS. Le but, c'est de pouvoir redémarrer une activité de production, de vente avec de l'informatique, du coup, qui a été soit externalisée et donc du coup, ça redémarre sur nos infrastructures à nous, soit on a uniquement la sauvegarde qui est décentralisée chez nous, et là, on va pouvoir mettre à disposition, en temps plutôt très rapide, des machines dédiées à ce client pour remonter ses sauvegardes et faire repartir sa production. L'idée, c'est de pouvoir écrire un process qui permet de faire repartir l'informatique from scratch quand le lieu informatique principal n'est plus disponible. D'accord. Cyberattaque, feu, vol, tout ce qu'on veut. Donc, si je comprends bien, soit j'héberge juste mes données, ou soit j'héberge mon système d'information plus mes données. Les deux grands cas sont aujourd'hui le SI est chez le client, le système d'information global est chez le client. Il y a encore beaucoup de clients qui fonctionnent comme ça pour des problématiques des fois de débit, de taille de fichiers, de choses comme ça, où c'est difficile d'externaliser. Donc du coup, on va blinder le système informatique interne, et on va extraire des sauvegardes tous les soirs vers nos data centers, ce qui permettra de redémarrer à partir d'une sauvegarde. D'accord. Mais chez lui ou c'est dans les... hors site. D'accord. Et après, l'autre possibilité, c'est que le client a déjà délocalisé son informatique interne dans nos data centers. Ce qui est mieux. Ce qui est plus sécurisant pour lui. Et donc là, nous, on va dupliquer son infra dans le second data center, ce qui permet de dire que si on fait de la réplication en temps réel des données, si on perd un data center, l'autre prend le relais. D'accord. Quasiment transparent pour le client. Donc ça veut dire que, alors sous réserve, on a vu que les accès soient quand même bons. Globalement, s'il y a de la fibre, ça à peu près ça. C'est à peu près ça. Si jamais, je pense à des clients, notamment des clients parisiens, qui souhaitent déménager, on va dire, là, ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où, puisque de toute façon, leur infrastructure est hébergée à l'extérieur. C'est l'intérêt d'externaliser son infrastructure. Et puis leurs collaborateurs qui sont en télétravail, évidemment, plus simple aussi. C'est ça. Avec les temps qui courent et des bureaux qui rapetissent ce genre de choses, il est intéressant d'externaliser son informatique et de se dire qu'on n'a plus besoin d'avoir une pièce dédiée à ça. Et la sécurité, et l'électricité, et le froid, et tout ce qui va. C'est pour ça que je parlais de Paris, parce qu'à plus de 1 000 € du mètre carré, évidemment, ça peut être un peu compliqué. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut, alors, dans ce cadre-là, dans le cadre du PCA, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de demandes? Est-ce que c'est de plus en plus exigé par des partenaires extérieurs? Je m'explique. Il y a un certain nombre de dirigeants aujourd'hui qui ont la pression, notamment sur tout ce qui est perte d'exploitation. Et on voit de plus en plus d'assureurs aujourd'hui qui, je ne veux pas dire qui imposent, mais qui suggèrent fortement d'avoir ce type de plan de continuité d'activité. Est-ce que c'est des choses que vous voyez aujourd'hui? Évidemment, le but étant, le nerf de la guerre étant de ne jamais arrêter la production ou les ventes en fonction du type de client. Évidemment, les assureurs, mais même les chefs d'entreprise, prennent conscience de tout ça, surtout avec l'ambiance actuelle que l'on entend sur les cyberattaques. Évidemment, les clients prennent de plus en plus conscience de ça et commencent à vraiment lever la tête pour dire comment on peut faire. Donc, ça peut être délocaliser le système d'info, ça peut être déjà juste un bon début, c'est externaliser correctement ces sauvegardes. Ça permet déjà d'avoir un minimum de plan de reprise en cas de problème sur le système d'information interne. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Romain. Donc, en effet, je pense qu'on a bien compris que voilà, on évite donc des sauvegardes sur des supports qui ne seraient pas forcément adaptés. On privilégie évidemment un lieu différent, parce qu'on va encore trop souvent. Voilà. Si possible, un serveur. On évite ce que je vois beaucoup chez mes clients. Le SI est en interne dans les bureaux. C'est ça. Le hall de production est juste à côté. On dit je mets un serveur dans le hall de production, c'est pas vraiment les mêmes bâtiments. Bon, si le feu arrive, en général, il fera raser de tout. Et si vous vous faites cambrioler, en général, c'est ce que j'allais dire. Il recherche tout ce qui a un peu de valeur, donc l'informatique est embarquée.
Ouais, parce que je repense à l'intervention du groupement de gendarmerie la dernière fois, où justement c'est ce qu'il évoquait, c'est-à-dire que si le serveur n'est pas dans une pièce déjà fermée, peu accessible, fatalement c'est déjà le premier risque. Donc on commence déjà par le bon sens. Donc j'entends aussi que l'idéal quand même c'est de pouvoir externaliser dans un endroit, si possible, un data center qui dispose de toute la sécurité nécessaire, notamment énergétique et autres, voilà, pour faire en sorte qu'on conserve ces données le plus longtemps possible. Et puis derrière, mettre quand même en place un plan de continuité d'activité au cas où, je vais bien dire au cas où, voilà. Voilà. Et surtout avec un accès assez rapide. Et puis derrière, ça va rassurer aussi tout le monde. Voilà. Et puis on peut communiquer en interne. Donc je rappelle, parce que depuis la dernière émission, on a eu pas mal de demandes. Donc je précise, c'est plutôt un lien avec la première émission, mais qu'on a mis en place un plan de formation pour les personnes qui souhaitent être sensibilisées à la sécurité informatique. Donc, on a un partenaire avec qui on travaille. Donc, en fonction de la criticité des postes des collaborateurs, vous allez avoir accès à un programme de formation spécifique. Et donc, il y aura des simulations qui vont être faites et on va comme ça mesurer la maturité de l'entreprise aujourd'hui. Et par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt dans l'air du temps parce que je finirai par ces quelques chiffres que j'ai récupérés il y a peu de temps sur les investissements prévus par l'IT. Donc, on est bien en phase avec ce qu'on évoquait, c'est-à-dire la première, à plus de 46%, c'est éduquer les utilisateurs. Oui, l'humain, ça reste quand même la priorité. Se protéger contre les pertes de données, on vient de voir qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent et qui sont très abordables. Sécuriser le cloud, vous l'avez évoqué avec les partenaires, justement aujourd'hui, on peut sécuriser les accès, y compris dans son propre data center. Sécuriser les terminaux mobiles. Alors ça, alors nous on le rabâche, votre téléphone, je suis désolé, ce n'est plus un téléphone, c'est déjà un ordinateur, on appelle ça un smartphone. Donc vous mettez un antivirus sur votre ordinateur, pensez quand même à en mettre un aussi sur votre smartphone, puisque malgré tout, on fait pas mal de partage de connexion, donc ce serait plutôt bien. Renforcer les analyses en temps réel, alors ça vous le faites, je sais, ce qu'on appelle le monitoring. Donc on avait évoqué ça, c'est tous les éléments de sécurité qui permettent de piloter cette fameuse fibre à ses débits et de voir si jamais il n'y a pas d'accident. Et puis évaluer les menaces et vulnérabilités. On est bien en lien avec le premier, c'est plutôt faire de la sensibilisation, faire de plus en plus de préventifs, et faire en sorte que justement on évite tous ces petits problèmes qui sont assez fréquents. Et encore une fois, qui touchent toutes les entreprises, et quelle que soit leur taille. Donc, merci encore Romain pour toutes ces précisions. Donc, la prochaine fois, 18 mars, on sera sur un thème qui est assez proche, d'accord, avec un cabinet d'avocats. On parlera du RGPD, donc règlement général de la protection des données. Donc, protection des données, on est bien encore dans la sécurité, évidemment. Donc, c'est un problème juridique. C'est aussi un problème informatique, entre guillemets. Alors, moi, je parle en tout cas pour la sécurité des données, notamment leur conservation. On a parlé de sauvegarde, ça tombe plutôt bien. Donc, on sera en présence de Maître Massé du cabinet Lexopus. On fera une présentation à la fois des obligations, parce que le RGPD, c'est une obligation. Et puis, on vous expliquera aussi quels sont les outils aujourd'hui qui permettent de vous accompagner et dans des bonnes conditions, parce que ça reste une contrainte, mais sachez quand même que pour ceux qui connaissent le RGPD, c'est quand même une méthode, avant tout, avant d'être un outil, et c'est une méthode qui permet aussi de se poser les bonnes questions, notamment en termes de sécurité. Donc, on se retrouve le 18 mars, on vous remercie encore, et puis, écoutez, d'ici là, profitez bien, gardez le masque, protégez-vous et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Merci. Au revoir.